Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans Tech Café, dans votre supplément week-end. Vous aviez un épisode hebdo dédié aux annonces d'Apple pour la WWDC. Je sais, vous n'êtes pas tous des grands fans d'Apple et vous avez bien raison. Pour autant, c'est aussi quelque chose qui fait un petit peu le marqueur dans les usages de la tech, qui sont soit dans la continuité de ce qui a déjà été annoncé, ou parfois des petites révolutions. On va pas se mentir, il y en a pas eu cette fois, mais ça nous a fait évidemment plaisir avec Matt de parler un petit peu de la conférence d'Apple. On va la mettre de côté. Quoique, on va encore en parler un tout petit peu durant cet épisode de Tech Café Weekend. Je suis accompagné, en tout cas, pour parler un petit peu encore de WWDC, mais aussi de plein d'autres choses, par Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume, comment vas-tu ? Mais très bien. Bah oui, je vous ai laissé un petit peu comme ça, en petit comité. Entre fanboys. Bah, pourquoi pas. Ouais, on a fait de la compote, et puis maintenant on va pouvoir reprendre notre position. Non, je voudrais pas refaire des blagues de gauchistes, etc. Tu sais que... Ah, quand même, je vais reciter 2 avis qu'on a reçus sur Apple Podcast. En fait, on en a reçu plein depuis la dernière fois. Je pense que les auditeurs ont été sensibles à l'appel que j'avais fait. Merci à tous, parce que c'est vrai que les avis sont quand même en général vraiment très positifs, et c'est vrai que bon, même si je le dis pas souvent, parce que je me tais souvent pour te laisser le parler, te laisser les citer, mais effectivement, il faut insister que la plupart des avis sont super positifs et que ça fait vraiment super plaisir, et c'est évidemment un énorme boost de motivation de vous lire, donc merci beaucoup à tous, évidemment. Et c'est le cas à 99% des avis positifs. Donc j'ai déjà relayé un autre avis avec l'épisode hebdo où je sais pas si tu as eu l'occasion d'entendre, mais on a quand même un collaborateur de Microsoft qui nous écoute depuis le site de Microsoft, depuis le siège de Microsoft. Donc c'est cool. Et puis alors écoute, on a un autre avis, mais qui vient de Suisse cette fois-ci. Donc il nous dit excellent, mais politiquement trop correct. Vous êtes un podcast que j'aime écouter pour les compétences et la qualité de veille technologique. Par contre, je ne dirais pas que vous êtes de gauche, mais que vous reprenez comme évidentes des opinions émises par la gauche. Alors, un exemple récent, Twitter, bien sûr. L'idée qu'une société privée puisse aller au-delà de ce que préconise la loi me gêne beaucoup. Alors, moi, jusque-là, nous aussi, je pense. Par exemple, les anti-vax, j'ai eu mes 3 doses plus le Covid. Être contre la vaccination est une opinion qui ne tombe pas sous le coup de la loi. Donc, les anti-vax ont le droit de s'exprimer sur Twitter jusqu'à preuve du contraire, comme les climato-sceptiques, comme les partisans du grand remplacement, et j'en passe. En fait, dans mon pays, la Suisse, peu d'opinions tombent sous le coup de la loi. Je pense que ça, c'est un élément culturel important dans son avis. Le racisme, le négationnisme et les injures sur l'orientation sexuelle ou religieuse. La connerie est permise et tant mieux. Voilà, mais je vous aime bien quand même. Écoute, sache que nous, on t'aime aussi beaucoup et n'hésitez pas encore une fois à faire part de votre avis parce que c'est hyper précieux. Mais je pense que là, effectivement, il y a aussi un environnement de la loi en France, la Suisse, qui est pas exactement la même. Nous, effectivement, l'incitation à la haine raciale, le négationnisme, etc., c'est pas les trucs qui marchent super bien avec la loi. J'avoue que culturellement, je me sens plus proche d'ailleurs de ce type d'opposition, mais bon. Ce sont les opinions personnelles. Et puis un autre avis qui nous fait voyager, puisqu'il vient du Congo, avec Je suis Loïc Louise, qui nous dit « La communauté techno-francophone a une réelle chance d'avoir le duo Guillaume dans un même podcast. Au Congo que je suis, je me sens en immersion à chaque fois que vous me faites découvrir une nouveauté tech. Tech Café m'a poussé à remplacer l'appli podcast à la place de l'appli Apple Music sur la barre des applis favorites de mon iPhone. Vous êtes énormes les gars. Écoute, merci à toi. J'ai vu que tu nous as fait un petit salut militaire là en emoji à la fin de ton commentaire. On te le rend et merci beaucoup à toi d'avoir pris le temps de déposer un avis. Guillaume, la question est un peu rituelle. Je me dois de te la poser. Et encore une fois, rassurez-vous, on va pas faire tout l'épisode sur le sujet, mais j'imagine que tu as suivi quand même un petit peu la WWDC. Est-ce que, avant de nous parler du M2, parce que tout le monde t'attendait au tournant pour nous parler un petit peu de l'annonce du M2, est-ce que tu as eu d'autres choses en dehors de l'aspect matériel qui t'ont marqué en bien ou en pas bien d'ailleurs? Non, mais j'ai jeté un œil, oui, bien sûr, à la WWDC aussi. Alors moi, c'est vrai que je suis pas utilisateur, donc je vais pas trop juger. Bon, même quand Apple redécouvre... T'as pas un iPad, toi ? Ah, comment ? Si, j'ai un iPad, mais c'est ma femme qui utilise l'iPad. Moi, si ce n'était que moi, on n'aurait plus d'iPad depuis très longtemps. Mais bon, voilà, en tous les cas, on a effectivement toujours un iPad. Et j'ai eu un iPhone dans le temps, mais toujours est-il que, bon, voilà, non, j'ai pas vu de trucs incroyables qui m'ont vraiment... je trouve ça un peu amusant, forcément, quand Apple redécouvre le concept de fenêtre qui se chevauche sous macOS, comme sous macOS 1.0. C'est vrai que c'était quand même amazing, ça. Hein, mais bon. Ah, c'était surtout pour iPadOS, je pense. Oui, non, mais bien sûr, mais bon, voilà. Je trouvais ça marrant de dire, oh, regardez, il y a des feuilles qui se chevauchent maintenant, c'est fou sur iPad. Ah ouais, bon, ok, bah, c'est bien.
Enfin bon, toujours utile, voilà, il n'y a pas eu non plus d'annonce de lancement de chargeurs, hein, d'ailleurs, c'est marrant, pourtant c'est officiel, l'Europe exigera une uniformisation des chargeurs pour mobile. Alors ça concerne aussi les tablettes, les appareils photo, souris, clavier, liseuses, casques, voilà, même les ordi portables. Et donc même Apple va devoir se mettre à l'USB-C, hein, qui est le standard retenu. Bon allez, assez de trolls, gratuit. Si, s'ils sont mis, c'est terrible parce que l'iPad est désormais en USB-C, c'est ça qui est assez dingue. Mais bon. Non mais ça, ils vont le faire, à moins qu'ils... Enfin, il leur reste 2 ans pour changer, puisque c'est dans 2 ans que ça entrera en vigueur. Ou pour passer au tout sans fil, hein, je sais pas, on verra bien. Bon allez, assez de trolls gratuits, mais bon, il faut quand même, parce que je suis le hater officiel Apple, hein, faut quand même que je suis... il faut quand même... T'aimes pour ça? Bah oui, évidemment, écoute, que je reste dans le personnage. C'est un rôle que tu te donnes, hein, je crois, tu te forces, hein, quelque part. Oui et non, alors, si tu veux, oui et non, dans le sens où, si tu veux, je suis pas vraiment un hater dans le sens où j'admets parfaitement que tous les produits Apple, enfin en tout cas, sont d'une excellente qualité, si tu veux. Et le logiciel de qualité, le matériel de qualité, il n'y a pas de souci. Après, c'est pas ma came, pour plein de raisons que j'ai déjà en long, en large et en travers évoquées ici. Et je pense que c'est des arguments qui se défendent, donc là après c'est toujours des discussions. Donc je suis pas un hater, je suis juste pas un utilisateur, c'est pas ma cam, et je trouve effectivement que des fois, oui, voilà, ils sont contrôle freak, ils veulent tout contrôler, ça m'énerve. Après voilà, c'est des trucs comme ça. Après, pour revenir au WWDC, il y avait des features cool, hein, technologiquement mineures, tu vois, par exemple personnaliser l'écran d'accueil, tout ça, bon voilà, c'est sympa, sur iMessage ou Apple Watch, il y avait des trucs sympas, mais c'est pas spectaculaire, tu vois, pas comme des fonctions IA avancées qu'on peut voir à la Google I.O. Ou le Passkey, c'est une solution FIDO qui est super cool, bon voilà, c'est bien, après... Voilà, la continuité entre macOS et iOS. Le détourage de n'importe quelle image est cool. Oui, après, oui, rien de révolutionnaire non plus, mais tu vois, le fait de pouvoir exporter ton petit chien, ton petit chat en détouré. Voilà, c'est pas fou, c'est-à-dire ça s'est déjà fait, voilà, y a pas de problème, mais oui, c'est plutôt cool. Moi, c'est vrai que bon, l'annonce du M2 a plus retenu mon attention, évidemment, hein, que des trucs d'usage sur des machines que j'ai pas de toute façon. Donc il y a eu l'annonce des M2, il y a eu l'annonce des nouveaux MacBook et de Metal FX aussi. Et ça, c'est déjà plus intéressant. Pourtant, comme vous pouvez s'y attendre, le M2, c'est une évolution qui est quand même assez incrémentale du M1. Et c'est pas étonnant, puisque le M1 Ultra est lui-même sorti il y a quoi, je sais pas, 3 mois peut-être. Donc, bon, l'un dans l'autre, le M2, il est fabriqué avec le même processus que le M1, mais en version optimisée, donc c'est probablement le N5P de TSMC. Et d'ailleurs, si c'est ça, TSMC lui-même ne compte que sur 5% de performance en plus. Ou 10% de consommation en moins, selon ce qu'on veut, par rapport au N5, donc c'est quand même très modeste, et surtout il n'y a aucun gain en termes d'intégration, c'est-à-dire que la surface de la puce va rester la même. Et malgré ça, Apple sort un nouveau processeur dont le gap en performance est bien supérieur à 5%. Et pour ce faire, il n'y a pas de secret, ils font une puce qui est encore plus grosse. Le M1 était déjà énorme, hein. Enfin, c'est quand même une puce assez fat, hein. Et le M2, il est 25% plus gros, il atteint les 20 milliards de transistors, contre 16 pour le M1, la faute principalement au cache L2 plus gros, hein, et surtout au GPU, qui passe à 10 cœurs contre 8 pour le M1, alors que le L2 passe à 16 mégas contre 12. Donc, intéressant quand même, le processeur gère désormais 24 Go de RAM unifié, 16 auparavant, hein. Et moi 16, je considère que c'est quand même un facteur limitant, puisque bon, c'était 16 Go pour la RAM et la VRAM, pour la RAM et la RAM vidéo à la fois, combinée. Donc c'est pas si énorme, hein, parce que voilà, t'as des jeux ou des tâches un peu lourdes, ça bouffe quand même pas mal des deux. Donc, et surtout, la bande passante augmente aussi, quand même jusqu'à un spectaculaire 100 gigaoctets par seconde. C'est quand même très conséquent, et c'est bienvenu aussi, puisqu'il y a aussi plus de cœurs graphiques à nourrir, hein, donc forcément, il faut un petit peu plus de bande passante. Donc, selon les chiffres, on aurait, enfin, les chiffres qu'ils ont donnés, hein, selon les tâches, on aurait entre 15 et 30% de performance de plus, en gros, ce qui est pas dégueulasse. Et alors, ça ringardise pas du tout, heureusement, les M1, hein, les M1 que vous venez d'acheter en sacrifiant votre PEL, vous savez. Donc, voilà, quand même pas. Mais bon, c'est quand même marrant de voir que voilà, ils en sortent encore assez rapidement. Alors si on regarde le M1, le rythme de sortie des nouvelles puces ordinateur pourrait être de 18 mois. Alors, est-ce que c'est la norme ou est-ce que c'est juste l'initialisation? Parce que voilà, celui des puces mobiles est annuel. Il pourrait se calquer dessus, puisque le M2 apparemment est un dérivé du A15, hein, comme le M1 était un dérivé du A14. Bon, à voir, en tous les cas, c'est quand même intéressant déjà à voir. Ouais, en tout cas, on pourra relever quand même à l'heure où on parle justement d'uniformisation des chargeurs avec l'imposition de l'USB-C, le retour du MagSafe sur le MacBook Air, ce qui est quand même pour le coup déroutant. Moi, c'est un petit peu ce qui m'a interpellé. C'est vrai que le MagSafe, cette connectique qui s'aimante et qui se décroche, était encensé par l'utilisateur. Et il faut reconnaître que c'était très chouette parce que quand vous avez votre chat ou votre coloc qui se met les pieds ou les pattes dans votre câble
câble de chargement. Bon bah du coup l'ordinateur n'est pas arraché, mais c'est le câble qui sort assez facilement. Et puis c'est très pratique à brancher. Hein, il faut reconnaître, c'est aimanté, ça vient tout de suite. Mais moi j'appréciais beaucoup le fait que justement pour ordinateur il n'y ait plus de port dédié à la recharge, mais que ça passe par l'USB-C. Alors oui, il y avait des ports USB-C qui étaient moins appropriés pour le rechargement, mais enfin grosso modo on pouvait charger l'ordinateur sur n'importe quel port dans les dernières versions des MacBook notamment. Et là le retour du MagSafe, moi ça me laisse un peu pantois. C'est quand même un peu curieux à l'heure où ils vont devoir forcément abandonner le Lightning pour l'iPhone au profit de l'USB-C, de voir qu'ils arrivent à remettre un chargeur propriétaire qu'on pensait avoir disparu pour l'ordinateur. Je sais pas, tu vois un vrai intérêt industriel utilisateur ou un pied de nez assez grossier, toi, ton côté? Non, mais c'est juste qu'ils s'en foutent à mon avis. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont absolument pas fabriqué le MacBook en fonction de la loi européenne ou de la future loi européenne de dans 2 ans. Et puis dans 2 ans, ils changeront s'ils doivent changer, et puis c'est tout. Après, le MagSafe, bon, c'est vrai que c'est pratique. Moi, j'avais vu ça sur les Surface. À une époque, les Surface faisaient ça aussi. Elles avaient un petit chargeur magnétique. Bon, c'était sympa, mais enfin, ça change pas la vie non plus, tu vois. Je pense que voilà, s'il repasse à l'USB-C, bah écoute, tant pis, puis voilà, c'est pas grave. Ouais, ok. Très bien. Du coup, on va parler un petit peu de jeux vidéo. On l'a pas fait en ton absence, pas plus que ça en tout cas. On a juste relayé les chiffres qui montraient qu'en matière de revenus, Apple gagnait plus d'argent avec les jeux vidéo que Microsoft. Et bon, c'était peut-être une évidence pour beaucoup de monde. Moi, ça m'avait quand même un petit peu interpellé, mais bon. Et au passage, donc, on va reparler un petit peu de jeux vidéo. Alors oui, à commencer un petit peu par pour parler de MetalFX, Guillaume. Bah oui, transition négociée en douceur entre la WWDC et cette petite section jeux vidéo avec Metal 3 et ARKit. Puisque bon, MetalFX, en fait, c'est un système d'upscaling, donc de super résolution, hein, voilà, comme le DLSS de Nvidia, le FSR d'AMD ou le XESS d'Intel. Carton plein, donc, hein, voilà. Maintenant, Apple va aussi avoir le sien, donc voilà, tout le monde va avoir le sien. Et Apple pourrait parfaitement produire une solution digne de DLSS parce que les M1 et les M2 ont des Neural Engines, c'est-à-dire des petites unités capables d'accélérer l'inférence des modèles de deep learning. Donc en fait, ils pourraient très bien avoir utilisé leur cœur comme Nvidia utilise les Tensor Core sur leur propre carte. Mais apparemment, c'est pas le cas pour le moment. Étonnamment, enfin, en tout cas peut-être que ça viendra, mais pour l'instant, MetalFX semble plus proche d'une résolution un peu agnostique comme le FSR2 qui tourne sur les shaders standards de la GPU qui utilise en fait voilà les plus proches voisins et puis aussi une composante temporelle avec les images d'avant, etc. Mais c'est tout. Donc à la différence de FSR, MetalFX n'est pas open source par contre. Et bon, c'est quand même un truc assez important, je pense. Il fait partie des nouveautés de Metal 3, donc Metal qui est l'API graphique d'Apple, qui est équivalent de Vulkan par exemple. Metal 3 il introduit aussi un nouveau mécanisme d'asset loading qui fait pour vraiment penser en fait à direct storage. Donc, on n'a pas vraiment beaucoup de détails, mais bon, c'est à ça qu'on pense immédiatement. Et il y a aussi des progrès pour le ray tracing qui devient plus efficace. Alors là aussi, ça semble par contre rester sur des shaders standards. Hein, et je pense que même le M2 n'aura pas, les GPU de M2 n'auront pas d'unité dédiée comme c'est le cas chez la concurrence pour l'instant. Donc pour l'instant, il n'y a pas de RT Core, d'équivalent de RT Core, voilà, dans les GPU M2 à ma connaissance. Alors, il faut dire que des gros jeux arrivent sur Mac, donc apparemment Apple essaye encore de parler de vrais gros jeux vidéo sur les Macintosh, quoi. Donc on parle de No Man's Sky qui arrive et de Resident Evil Village. Et il faut pas oublier que même s'il n'y avait pas de réalité virtuelle augmentée à la W2C, ça arrive aussi. Parce qu'on a quand même eu l'annonce d'ARKit 6 et de Room-Plan qui permet de créer automatiquement un modèle de ton espace intérieur à la bonne échelle. Il y a Apple Plan aussi qui aura des cartes de la ville en 3D, intérieur et extérieur. Peut-être un jour même des cartes totales du monde en 3D, qui pourront devenir un futur terrain de jeu pour les lunettes en réalité augmentée. C'est ce que fait Niantic, on avait parlé, il est totalement là-dessus. Donc évidemment, tout ça va avoir de grosses exigences graphiques, donc il est logique que Metal s'enrichisse et que Apple profite lui aussi d'une solution pour réduire les besoins de calcul sans trop sacrifier la qualité d'image. C'est vraiment le rôle de MetalFX, comme c'est celui de DLSS et compagnie. Bon, moi je suis un petit peu étonné que ça n'utilise pas encore le Neural Engine a priori, mais bon voilà, ça pourrait venir. Après, reste à voir, effectivement, je suis très curieux de voir effectivement comment se comportent des jeux comme Resident Evil Village, de comparer un petit peu ce que ça donne sur Mac, sur PS5, sur PC, de voir un petit peu comment ça tourne.
Et les premiers comparatifs et les premiers articles que j'ai vus sur le sujet sont pas dithyrambiques. C'est compliqué de juger là à ce stade, mais a priori les présentations qui sont faites par Apple sur le sujet sont pas hyper convaincantes. Je suis pas super expert pour pouvoir en juger par moi-même, mais j'ai l'impression qu'ils persistent à vouloir se positionner dans une communication autour du jeu vidéo pour se comparer à des PC, à des consoles. Est-ce que c'est vraiment là qu'on attend Apple? On vous laissera juge, bien entendu. Tu parles de réalité augmentée et on peut y rajouter une forme de réalité virtuelle, Guillaume. Le State of Play, on n'a pas eu l'occasion de le relayer. Eh ben oui, parce que là, on est en plein Summer Game Festival, hein, c'est en cours, ça remplace un peu cette année l'eCube qui passe son tour, mais qui reviendra l'année prochaine. Donc il est inauguré, effectivement, il a été inauguré par le State of Play de Sony, qui était plutôt sympa, avec des news PlayStation, mais aussi PC et PSVR 2, tout à fait. Alors PSVR 2 avec des zombies, il y aura beaucoup de zombies en VR quand même, hein, puisqu'on aura droit à des versions de Resident Evil Village, de Resident Evil 4 et de The Walking Dead Saints and Sinners qui est en chapitre 2, voilà. Et tout ça, ce sera pour le prochain casque PSVR 2 de Sony qui sortira, on ne sait pas quand, mais vraisemblablement en 2023. Bon, il y avait aussi No Man's Sky qui était annoncé. Étonnant d'ailleurs, puisque No Man's Sky est en VR depuis longtemps sur PS4, mais bon voilà, ils veulent aller encore plus loin sur PlayStation 5, et en fait, on espère bien effectivement que ça ira plus loin, parce que bon, du coup... Et sinon, on a eu un aperçu d'Horizon Call of the Mountains. Alors voilà, Call of the Mountains, c'était quand même plutôt alléchant, parce que franchement, la différence entre le contenu VR et non VR va se réduire considérablement, quoi. Tu vois, évidemment, hein, sur PSVR, sur PlayStation 4, on a quand même l'habitude d'avoir des titres qui ont presque une génération de retard hein, par rapport à la qualité qu'on attend en 2D. Bon, c'est tolérable et compréhensible hein, si on considère les calculs supplémentaires, le framerate, voilà, qui doit être le plus haut possible, tout ça. Alors que là, si l'expérience est conforme au trailer, bien sûr, on peut s'attendre à une expérience PSVR 2 qui est proche de la qualité des premiers titres PS5. Le tout avec une résolution 4 fois plus importante dans le casque, hein, quand même, donc ça donne bien envie. Alors, après, il faut quand même garder à l'esprit que les titres qui ont été montrés là, c'est les titres cross-gen quand même. Hein. Aussi beau qu'il soit, Horizon, c'est quand même un titre cross-gen, hein, encore actuellement. Donc, on en reparlera quand des exclusivités PlayStation 5 pousseront la machine dans ses retranchements, tu vois, genre la démo Matrix. Voilà, le passage à la VR sans concession sera peut-être un peu plus délicat, mais bon, voilà, c'est tout à fait normal. Donc, le casque, effectivement, alors... c'est peut-être fin 2022, mais c'est plutôt début 2023, hein, c'est quand même plus probable. Et bon, évidemment, Sony annonce aussi d'autres trucs. Hein. Alors, il a annoncé les titres sur PC, on s'y attendait un petit peu. Il a annoncé Spider-Man, l'original et Miles Morales. Pour l'instant, il n'y a pas de confirmation de l'arrivée pressentie de Returnal et Sackboy Adventure. Non, moins c'est probable, puisqu'on on avait parlé de la stratégie de Sony la dernière fois, où voilà, le PC allait avoir une place de plus en plus importante. Et bon, alors après, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu Resident Evil 4 Remake, donc il revient aussi en 2D, hein, parce que je n'ai parlé en PSVR, mais il n'est pas que ça, bien sûr, il revient aussi en normal, hein, sur votre écran, avec du Ray Tracing cette fois-ci. Il y a eu aussi quoi, Street Fighter 6. Le 4 qui est a priori prévu pour mars 2023, hein. Ça pourrait être une date qui coïnciderait avec t'as une date plus précise que moi j'avais plutôt début 2023, mais bon écoute, si c'est mars 2023... La date de sortie du remake de Resident Evil 4 est a priori fixée au 24 mars 2023, ouais, mais bon. Ouais voilà, on a les dates de sortie des jeux, mais après, voilà, on peut juste inférer à partir de ça quelle sera celle du casque. Exact. Qu'est-ce qu'on a? Oui, donc Street Fighter 6 qui s'offre un petit monde ouvert. Je sais pas si t'as vu, c'est assez marrant. T'auras un Battle Hub comme ça là où tu pourras te balader. Je l'ai vu passer. Est-ce que ça m'enthousiasme? Je suis pas certain, mais je l'ai vu passer, oui. Bon, il faut être ouais. Moi, c'est vrai que Street Fighter, ça fait très longtemps que j'ai lâché, mais bon. Il y avait aussi Final Fantasy XVI, voilà, qui s'offre du spectaculaire avec des affrontements d'invocations comme ça, monstrueuses, monumentales. Il y en a eu du plus intimiste aussi avec Season, le mignon et atroce Tunic qui arrive sur PlayStation. Il y avait Stray qui semble parti pour être le meilleur jeu du monde où vous incarnez un chat de gouttière quand même. Voilà, et puis bon, il y a eu... C'est vrai que ça a l'air fou, ça. Moi, ça me captive ce jeu. J'ai très envie de le tester. Tout le monde a envie d'être un chat, c'est marrant. C'est systématiquement tous ceux qui l'ont vu se disent ah ouais, je vais y jouer et tout. C'est vraiment marrant. Et c'est vrai qu'il J'ai une petite parenthèse parce que j'ai vu. Excuse-moi, en plus ça n'a rien à voir, c'est horrible. Ah bon. Mais il y a un jeu de rôle sur table qui s'appelle Vampire la Mascarade. Alors il y a une adaptation en jeu vidéo. Il y a eu plusieurs adaptations en jeu vidéo, plus ou moins réussies d'ailleurs. Un plus récent avec Swansong d'ailleurs. Mais il y a
français qui a créé un jeu de rôle sur papier, donc c'est pas un jeu vidéo, un jeu de rôle sur papier, qui s'appelle Cats, la mascarade, où tu interprètes justement des chats qui en fait sont des êtres bien supérieurs aux humains et qui se sont servis des humains comme étant des esclaves. Et c'est pareil, c'est un jeu de rôle qui me donne très envie. Pourquoi est-ce qu'on a envie d'être des chats ? J'arrive à me demander, franchement, Guillaume, pourquoi est-ce qu'on a autant envie d'incarner des chats ? Et écoute, je sais pas, mais c'est pas d'hier. Regarde la comédie musicale, Cats. Bah oui, t'as raison, c'est ça. bien sûr. Enfin voilà, donc il y avait plein de trucs effectivement. Bah oui, je sais pas s'il y a d'autres trucs qui t'ont marqué. Rollerdrome par exemple, je sais pas, c'est marrant Rollerdrome. Non, je l'ai pas suivi. Non, c'est quoi Rollerdrome ? Si vous avez trouvé Sable magnifique mais un peu plan-plan, Rollerdrome c'est à peu près pareil. C'est exactement l'esthétique et le rendu de Sable, vraiment, c'est des airs rocheux, tout ça, en cel shading façon Möbius, mais avec des patins roulettes, des flingues et des concurrents et pas de règles. Donc c'est vraiment c'est le jeu post-apo voilà, jeu dans un futur post-apo où t'as le Rollerdrome, c'est les jeux du cirque post-apo quoi. Ça a l'air assez marrant. Bon, le monde se divise en deux, Guillaume, dans le monde du jeu vidéo. Il y a ceux qui se sont rués sur Diablo Immortal et d'autres qui sont restés un peu plus tièdes. Diablo Immortal est donc sorti sur mobile et sur PC. Guillaume, as-tu eu l'occasion de tester Diablo Immortal ? Pas encore, mais faute de temps, malheureusement, j'ai pas testé. Et je suis pas sûr de tester parce que ça a l'air d'être un bouffeton terrible. Et puis, honnêtement, bon, voilà. Bon, allons-y, hein. Donc, Diablo Immortal est sorti, c'est vrai, ça y est, enfin, après 4 ans depuis l'annonce, donc il est cuit. Il est cuit, mais il est pas forcément facile à avaler, hein. Donc, de la vie générale, j'ai l'impression quand même, hein, c'est exactement ce à quoi on pouvait s'attendre. Et ce qu'on pouvait craindre, hein, c'est un bon Diablo, bien réalisé, qui utilise strictement toutes les ficelles free-to-play pour gratter du menu pognon partout, c'est techniquement possible. Et ça, comme beaucoup de ses congénères sur mobile, hein, de ce type, hein, forcément. Donc voilà, tu vas acheter du cosmétique, c'est check. 250 types de monnaies différentes à acheter, check. Récompenses quotidiennes, check. Passe pour avoir de meilleures récompenses quotidiennes, check. Gemmes payantes pour avoir le droit d'ouvrir des donjons avec du loot unique, check. Des loot box, check. Ah oui, il faut dire coffre à butin, non, c'est pas ça, c'est un truc comme ça, coffre à butin, c'est un truc comme ça. Voilà, donc qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Voilà, c'est un début d'aventure hyper facile qui tourne au grind infini après 2 heures de jeu, vas-y, check, hein. Un jeu qui coûte 50 000 balles pour être totalement optimisé, check. Alors, ce dernier point, je dis pas ça en l'air en fait, hein, et peut-être même que c'est sous-estimé, parce qu'il y a un joueur sur Reddit qui a estimé que pour passer 6 gemmes 5 étoiles à leur rang maximum, avec une probabilité de gain de 5% par gemme, ça coûterait 20 000 emblèmes, soit 45 $000 si vous payez pour ça. Mais il semblerait que 5% soit une proba très optimiste, donc ça serait bien plus. En fait, sur YouTube, il y en a même qui estiment qu'il faudrait 100 000 $ pour avoir un personnage totalement optimisé sur Diablo Immortal. Mon Dieu. Mais attention, Diablo fait essentiellement pareil que les autres jeux de ce type en fait, hein. C'est peut-être pire que certains, peut-être mieux que d'autres, de toute façon il y en a tellement des free-to-play, je veux dire, faut bien avouer que Diablo se prête particulièrement bien au free-to-play, au style free-to-play, puisque c'est essentiellement un jeu de roulette en permanent, hein. C'est du loot, les loots sont aléatoires, les donjons sont aléatoires, il y a un cycle de récompense qui a inspiré tout le monde en fait, c'est lui qui l'a inventé tout ça, ce cycle dopaminergique là, c'est lui qui l'a inventé, c'est Diablo presque, hein. Peut-être pas exactement, mais enfin tu vois ce que je veux dire, Diablo c'était vraiment celui qui a mis les bases de plein de choses, et Diablo Immortal est certainement un bon Diablo en fait. Ce serait même probablement un excellent Diablo si c'était pas un free-to-play. Si on pouvait acheter le jeu une bonne fois, pour monter ses persos tranquilles à son rythme jusqu'au max, et faire un peu ce qu'on veut quoi. Mais c'est pas possible, le modèle économique d'Immortal le permet pas. Et là on en arrive à la question qui est archi classique sur les free-to-play. Sur tous les free-to-play, c'est l'avantage, qui est un gros avantage, hein, l'avantage immense d'être gratuit et donc accessible à tous, compense-t-il le fait que le jeu soit totalement tordu par son modèle économique, avec toutes les tares qui sont quand même très bien connues du genre, tu vois. Alors, les pouvoirs publics commencent à s'intéresser à cette question d'ailleurs, hein, c'est marrant. Diablo Immortal n'est pas sorti en Belgique ni en Hollande. Et c'est probablement parce que ces pays interdisent les loot boxes, les coffres à butin, parce qu'elles les assimilent à du jeu d'argent. Enfin, assimile, c'est un euphémisme, parce que bon, rappelons le principe d'un coffre à butin, c'est que tu l'achètes avec de l'argent réel, et tu sais pas ce qu'il y a dedans. Et donc, c'est incontestablement un jeu de roulette. Tu paries le prix du coffre à butin, et tu paries qu'il y a quelque chose d'intéressant dedans, ce qui est évidemment pas toujours le cas, hein, bien entendu. Et voilà, les récompenses les plus très intéressantes étant les moins probables, avec des probabilités qui sont complètement obscures, bien entendu, que tu ne connais pas en vrai, et qui peuvent même changer, qui changent même de manière certaine, au fur et à mesure que tu joues en fonction de plein de choses, en fait. Donc, il y a une opacité supplémentaire. Donc,
ces lootbox, en fait, elles pullulent dans les jeux mobiles et même au-delà, hein, et la question se pose de savoir pourquoi on réglemente les jeux de hasard, et pas ça, parce que c'est un jeu de hasard, avec lequel on paye avec du vrai argent. Donc, même au-delà d'ailleurs, tous les choix de design que j'ai évoqués pour Diablo, en l'occurrence, font désormais un débat dans 18 pays, où il y a quand même une vingtaine d'associations de consommateurs qui se coordonnent contre la pratique logicielle trompeuse ou manipulatrice. Qui disent s'appliquer à ce type de jeu. Donc ça s'organise autour d'un rapport de la NCC, qui est la Norwegian Consumer Council, sur l'exploitation des consommateurs via des coffres à butin. Voilà, je traduis donc le titre du rapport. Alors notez bien que le rapport ne cite pas Diablo lui-même, on en parle à l'occasion de la sortie de Diablo, mais en fait c'est une problématique qui est celle du free-to-play en général. Et d'ailleurs le rapport prend comme exemple FIFA 22 et Raid Shadow Legend. Raid Shadow Legend, donc j'ai joué aucun des deux, mais bon, voilà, il liste des pratiques néfastes, et comment dire, on dirait un manuel sur comment développer un free-to-play en fait. Donc je les cite, hein, c'est exploiter les biais cognitifs, donc voilà, toujours pareil, récompenses permanentes, FOMO, des events tout le temps, il faut des connexions quotidiennes, etc. Le marketing agressif, voilà, il y a des bandeaux de tous les côtés, des pop-up, il y a des vrais faux rabais réguliers, le tout évidemment à destination des enfants, le plus joli possible, le plus mignon possible. Algorithme opaque avec des probabilités qui sont faussement transparentes, parce qu'on te dit une probabilité, mais en fait les probabilités sont souvent très variables. Ça dépend. Si tu joues peu, par exemple, on va essayer de t'encourager. Si tu joues beaucoup, on va les réduire. Ça dépend aussi forcément des probabilités, enfin des autres trucs probables, de ce que font les autres joueurs, etc. Il y a des monnaies multiples, voilà, pour embrouiller et minimiser le coût réel. Voilà, il y a 36 types de monnaies. Voilà, t'as de l'or, des gemmes de tous les côtés, des gemmes bleues, des gemmes rouges, des gemmes vertes, ce que tu veux. Le coût, en fait, est exorbitant, hein, du jeu freemium, si on veut optimiser sa partie, ou si on veut être compétitif en multi, hein, de base, c'est très souvent le cas, malheureusement. C'est des jeux qui sont interminables par design. Tu fais du grinding sans fin, parce qu'il faut que tu restes accroché, hein, tout simplement, puisqu'il faut que tu restes accroché, au plus tu restes accroché, au plus tu as de chances de lâcher du fric. Et enfin, on l'oublie parfois, mais on risque de tout perdre à n'importe quel moment. Parce qu'il suffit qu'un jeu ne soit plus rentable pour que les serveurs ferment, et que tout ce que tu as acheté ou grindé pendant des centaines d'heures disparaissent et s'évaporent à jamais. Alors, tout ça, c'est absolument rien de nouveau, bien entendu. D'ailleurs, depuis 2018, il y a des actions en Hollande. La Cour de l'Hague a condamné même EA à 500 000 € d'amende hebdomadaire s'il continuait de vendre des lootbox dans FIFA Ultimate Team. C'était en 2020 déjà. Bon, voilà, donc c'est des organisations qui sont un petit peu partout en Europe, hein, de la Bulgarie au Portugal, en passant par l'Italie, la Pologne, la Suisse, etc. Donc on peut se poser la question, est-ce que le modèle free-to-play vit-il ses dernières heures en Europe ? Bon, ça franchement je sais pas, hein, parce que le marché est énorme. Bon, il a quand même des avantages aussi, le modèle free-to-play. J'ai le sentiment très fort que les free-to-play, moi perso, vont souvent trop loin, et que surtout les jeux perdent de leur intérêt dès que le grind commence, quoi. C'est après 2 ou 3 heures de jeu, après voilà, ça devient répétitif et assez emmerdant. Alors, les jeux PS5, bon après c'est des jeux à 85 balles, hein, quand même. Donc c'est vrai qu'entre les jeux à 80 balles et les free-to-play à la Diablo Immortal, il y a certainement un équilibre à trouver peut-être. Je sais pas, mais c'est marrant que les pouvoirs publics commencent à s'intéresser à ce genre de questions. Tu sais que ce qui est marrant, c'est que ayant été mis de côté du divertissement vidéoludique pendant longtemps, parce que je m'intéressais beaucoup plus à World of Warcraft, qui était assez protégé à l'époque où j'y jouais de ce genre de sujet. Ça a bien changé depuis. Et puis à côté de ça, ayant mis de côté pas mal les jeux vidéo, en fait, je redécouvre un peu ce sujet qui est finalement assez récent. Et vu de l'extérieur, je me faisais la réflexion, je me disais, Guillaume, finalement, cette mécanique commerciale, elle est très 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 proche des jeux de cartes à jouer et à collectionner type Magic. Moi, quand j'étais plus jeune, Magic, bien souvent, alors oui, il y avait une possibilité d'avoir des bons joueurs qui arrivaient à avoir un deck avec quelques cartes sympas, mais si vraiment tu voulais profiter du jeu, battre le plus d'ennemis possible, avoir le deck le plus puissant possible, il fallait quand même être passé à la caisse souvent avec le cas, hein. Attends, c'est pareil, hein, sur Magic, pardon, je dis ça comme si c'était révolu. Oui, ça marche mais très ce que bien, je veux dire, c'est que la mécanique comme ça d'acheter des éléments pour améliorer ses compétences ou plutôt ses résultats dans un jeu ne viennent pas avec les lootbox dans les jeux vidéo ces dernières années, on est bien d'accord. Non, tout à fait. Les boosters de cartes, c'est exactement pareil. Tu achètes un booster, tu sais pas ce qu'il y a dedans, et voilà, t'as plus ou moins de chance, et c'est... Oui, ça... je dis pas que, là, on parle en l'occurrence de ça, parce que, Diablo est sorti, tout ça, donc ça relance un peu le débat, surtout parce qu'il a été... il a raté la sortie en Belgique, par exemple, ce genre de truc, mais c'est vrai que tu as complètement raison, c'est une question qui sont assez large, hein.
Mais c'est vrai que pour le coup, si vous voulez tester pendant quelques heures, en fait, si comme moi, vous n'avez pas plus qu'une heure ou deux à consacrer à ce type de jeu, installez-le, gratuit, ça vaut le coup de s'amuser un petit peu. Je l'ai désinstallé depuis, mais honnêtement, c'était sympa à faire et c'est en plus graphiquement très très bien fait. Et il faut reconnaître qu'ils ont fait un très chouette jeu sur le plan du gameplay, c'est très chouette si on met de côté les aspects que tu viens de dénoncer, on va dire. Pendant qu'on est dans, allez, peut-être les polémiques dans le domaine du jeu vidéo, on va voir si on le classe dans les polémiques ou pas. Il s'avère, Guillaume, tu viens de m'apprendre qu'une nouvelle Mega Drive Mini arrivait. Ben oui, mon pauvre, parce que bon, de toute façon, au final, il faut bien gagner sa marmite pour faire bouillir sa croûte. Ah, bah oui. Je veux dire, Sega aussi doit mettre du beurre sur ses beefsteaks. Bon. Alors, une manière rapide de faire ça, c'est de sortir une mini-console. Tout le monde le fait, Nintendo, Sony, Atari, il y a même un Amiga qui est sorti. Bon, le problème, c'est que il a déjà sorti une mini Mega Drive, Sega. C'est déjà fait. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Ben heureusement... oui, heureusement, Sega avait sorti 2 versions de sa machine 16 bits. La Mega Drive 1 et la Mega Drive 2. Qui étaient rigoureusement la même, en fait. Ça avait la même puissance, c'est juste une coque différente. Mais c'est pas grave, qu'à cela ne tienne. Voici venir la Mega Drive 2 Mini, qui est donc une Mega Drive Mini, mais en version 2. Alors, je suis véritable langue de vipère, parce que j'ai pas mentionné cette fois qu'il y aura des jeux méga CD de disponibles à l'intérieur. Il y a une 50aine de jeux, pour l'instant l'annonce ne concerne que le Japon, c'est pour octobre. Et donc il y a des cartons méga CD dedans, comme Sonic CD, Sylphid, Shining Force CD, ainsi que plein de trucs que je connais pas du tout. Et vous me direz qu'étant donné le nombre de cartons méga CD, ils pourraient tous les mettre facile dedans. Voilà, vous aurez des esprits chagrins. Bon, quand je vous aurais dit que la machine contient aussi Thunder Force 4, évidemment vous allez l'acheter, franchement 100 balles en plus, qu'est-ce que c'est ? Mais bon, il y aura en plus une autre raison de l'acheter, il y aura un mini méga CD. C'est-à-dire le périphérique Mega CD en version mini pour attacher à sa mini Mega Drive 2. Alors à quoi ça sert ? Le site est en japonais, mais Google Trad me souffle que ça servira strictement à rien, mais que ce sera incroyablement mignon. Donc voilà la solution. Voilà, refaire une mini-console. De toute façon, c'est évident. Donc tu refais une mini-console tous les 50 jeux, tu fais des blocs de 50 jeux, tu fais des mini-consoles à chaque fois. Alors je sais ce que vous vous dites, parce que moi aussi je me le dis. Pourquoi faire une Mega Drive et pas, je sais pas, une Saturn par exemple, ou une Dreamcast, pourquoi pas ? Pourquoi faire une Mega Drive de plus ? Alors Sega y a pensé aussi évidemment, et ils ont même fait des études dessus, et ils ont conclu que en ces temps de pénurie, pandémie, de pandurémie, voilà, ils ont des puces beaucoup plus, des puces plus chères, et comme il faut quand même des puces beaucoup plus puissantes pour faire ces trucs-là, Dreamcast et Saturn, ça aurait nécessité des mini-machines émulatrices qui auraient été trop chères, alors que là, comme c'est exactement la même puce que l'an dernier, évidemment, c'est plus simple. Donc, s'il y a une Saturn ou une Dreamcast mini, ça sera pas avant la fin de la pénurie, et au-delà, donc pas avant, 2024 ou 25, ou 2030, en fait, je sais pas. Pas assez rentable, mais il s'ouvre la possibilité de le faire à l'avenir. Vous inquiétez pas, ça arrivera tôt ou tard, quand ce sera bien rentable. Vous pourrez en profiter. On va faire un petit volet légal, Guillaume, tu nous as préparé dans ta veille de cette semaine une forme de follow-up autour de la loi dont on a parlé dans Tech Café au Texas, avec la Cour suprême qui est intervenue pour bannir donc la loi qui concerne la censure sur les réseaux sociaux. Ouais, un retour rapide sur ma crise de panique sur la loi texane qui interdisait la modération des contenus internet qui se basent sur l'opinion. La Cour suprême la bloque 3 semaines seulement après qu'elle ait été remise en vigueur. Donc ça a été un vote 5 contre 4, et l'argument est celui du premier amendement. Voilà, un gouvernement ne peut pas forcer quiconque à dire ou ne pas dire quelque chose. Et effectivement, tout à fait, oui, c'est comme tu dis, 4 juges ont voté pour cette loi quand même, dont une démocrate. C'est marrant quand même. Il y a Elena Kagan qui a voté pour le maintien de la loi. Bon. Donc oui, alors évidemment, ça aurait empêché quand même les plateformes de virer du contenu atroce aussi, et du coup, ce qui veut dire qu'on est quand même passible de la dystopie, puisque 5 contre 4, effectivement, c'est pas loin, il suffirait qu'un seul juge change d'avis, voilà, ou soit remplacé pour rebattre totalement les cartes, donc finalement, j'ai toujours peur. Il y avait des nominations de juges de la Cour suprême par Donald Trump qui avaient fait beaucoup de bruit à l'époque. Peut-être qu'on va en voir encore longtemps les conséquences. Il y a fort à parier en tout cas. Le droit à la réparation, Guillaume, fait aussi l'objet de ta revue de presse dans le domaine légal aux États-Unis. Oui, juste retour. Il me semble qu'Amy Coney Barrett, elle a voté contre, justement, tu vois. Ah, comme quoi. Ok. Comme quoi, il n'y a pas qu'une histoire de républicains et démocrates. Ne classez pas les gens comme ça, droite, gauche, gauchiste. Enfin.
Enfin bon, voilà, donc il y a aussi une loi sur le droit à réparer qui a été, enfin, en tout cas, à laquelle ils n'ont plus qu'une signature avant l'entrée en vigueur. Elle est new-yorkaise, donc elle est passée devant le Sénat et à l'Assemblée, et elle est sur le bureau, voilà, du gouverneur. Donc la loi oblige toutes les boîtes tech à rendre disponibles les informations, les outils, les pièces et les logiciels qui permettent aux magasins indépendants et aux particuliers de réparer leurs appareils. Une loi malheureusement, c'est une loi qui ne concerne pas les véhicules à moteur, ni les engins agricoles, ni médicaux, ni bizarrement l'électroménager. Ça prendra effet en 2023, et c'est déjà une bonne nouvelle. Alors pour nous tous, et pour les petits magasins, dont 59% craignaient quand même de fermer sans une loi qui les protège, selon le site iFixit. Alors le combat continue quand même, parce que les véhicules ne sont pas concernés, les tracteurs non plus, mais c'est un pas dans la bonne direction. Et on espère que ça inspirera tous les autres États et au-delà. Après tout, si t'es obligé de faire des docks pour les New-Yorkais, qu'est-ce que ça coûte d'en faire pour tout le monde, tu vois? Et puis bon, on parle des boutiques de réparation, mais il faut réparer des trucs, ça sert aussi au marché de l'occasion. Donc à l'économie circulaire, tu vois. Si tu prends des trucs un peu pétés, tu les répares, tu les revends, mais voilà, je pense que c'est évident. Enfin, pour moi, c'est à peu près évident. Donc sympa sur la bonne route, une route qui semble malheureusement très longue. Oui, il y a encore matière à relayer sur ce sujet-là, ce sera pas terminé du tout. Les mœurs changent doucement et puis parfois c'est pas gagné du tout, comme par exemple en Californie, je crois. Bah oui, parce que si New York est sur le point d'instaurer un droit à réparer, la Californie fait un pas en arrière, voire elle se met carrément au point mort, puisque le projet de loi californienne, qui est un peu analogue de celle dont on vient de parler, qui était la SB 983, elle s'est arrêtée au Sénat. Très sexy. Ah oui, toujours les noms de loi, souvent c'est génial. Donc 75% des Californiens étaient en faveur de cette loi. Je rappelle, la possibilité de réparer facilement les appareils domestiques aurait pu économiser jusqu'à 4,3 milliards de dollars aux foyers américains en non-remplacement d'équipements. Selon une estimation, c'est quand même pas rien. Mais bon, malgré un soutien bipartisan et populaire, c'est encore perdu. Voilà, c'est encore perdu pour cette fois. Donc là, les lobbies sont puissants apparemment dans la région. C'est pas la dernière tentative de toute façon, mais bon, voilà, c'est toujours pareil. Ça fait encore plus de temps, toujours plus de retard, alors que bon, ce genre de loi est clairement, favorise la durabilité des appareils. Dans le contexte écologique actuel, ça me paraît complètement évident, mais bon, voilà. Du point de vue éthique aussi et économique d'ailleurs, regarde les tracteurs américains. Le tracteur américain, c'est un oligopole de 3 constructeurs, dont John Deere est de loin le leader. Les fermiers n'ont pas le droit de réparer leurs machines, donc ils sont à la merci des réparateurs agréés. Et littéralement, en fait, un exemple parlant, c'est celui de Jared Wilson, qui est un fermier du Missouri, qui a un problème d'air conditionné. Alors, l'air conditionné sur un tracteur, c'est pas du luxe, en fait, parce que concrètement, sans ça, c'est inutilisable. Parce qu'au soleil, dans ta bulle en verre et montée sur un énorme moteur, c'est absolument intenable. Donc, ce gars, il a un réparateur. Le réparateur le plus proche, si tu veux, il a un seul réparateur à 120 bornes à la ronde, quoi, tu vois. Et il se trouve que ce réparateur ne veut pas réparer sa machine parce que le mec est pas assez conciliant. Parce que Jared, il a pas été très satisfait de la boutique, il s'est plaint auprès de John Deere, il est aussi connu d'ailleurs pour ses positions favorables au droit à réparer. Et donc, quand il a appelé le gars, il lui a répondu que c'était pas un client rentable, parce qu'il se plaignait trop. Donc en gros, soit il ferme sa bouche, soit il reste avec son tracteur inutilisable. Donc voilà, il n'a pas apprécié, il a carrément déposé une plainte à la FTC. Voilà, les fermiers par exemple sont en première ligne du combat pour le droit à réparer. Et ça, même à New York, ça reste une lutte qui continue. Ouais, tu parles de monopole en matière de tracteurs aux États-Unis. Je crois qu'il n'y a pas qu'aux États-Unis. D'ailleurs, il y a des marques, des groupes plutôt qui rassemblent énormément de marques un petit peu partout, en France aussi d'ailleurs. Malheureusement, c'est mal parti parce qu'en plus, l'agriculture est quand même un sujet assez central. Je pense qu'il faudra clairement le voir comme étant un enjeu économique de premier plan dans les années à venir. Dans ton Somme Magazine que tu as préparé pour cet épisode, Guillaume, tu nous as relevé une obscure mauvaise info concernant Vodafone qui semble avoir des pratiques un peu douteuses de pistage tout simplement. Bon, ça ne nous concerne pas encore directement, mais c'est pour montrer jusqu'où la tentation du pistage peut aller. Donc on parle souvent le pistage, le tracking publicitaire, ça a mauvaise presse. De notre côté, mais c'est aussi la pierre angulaire de la pub en ligne, laquelle finance une énorme part du contenu gratuit sur Internet. Donc préserver la vie privée tout en conservant un max de contenu gratuit, c'est un peu la quadrature du net, si j'ose dire. Quadrature du net qui par ailleurs d'ailleurs en aparté publie plein d'articles intéressants, d'ailleurs vous pouvez aller voir la Quadrature du net, leur site. Attention, c'est aussi politique, mais eux c'est écrit dessus de toute façon, donc ils ont le droit. Donc voilà, Vodafone, pour revenir à nos moutons, qui est un infaillible britannique, il est inquiet pour le web, il est inquiet pour nous, avec tous ces moyens pour se débarrasser des cookies, pour masquer son IP, pour refuser de se faire pister sur iOS, pour se virer la AID sur Android. Voilà, Vodafone, il a peur. Alors, il a peur pour le web,
ouvert et gratuit. Donc il a une idée, il va vous pister lui-même. Et oui. Et votre FAI, il sait plein de choses sur vous. Bien servi par soi-même. Ah bah oui, c'est quand même lui qui vous fournit la connexion, donc il sait plein de trucs. Donc qu'est-ce qu'il fait ? Bah évidemment, il propose de créer sa propre idée publicitaire qui va s'appeler Trust PID, ou Trust ID, je sais plus, un truc comme ça. Et ce truc-là, évidemment, est impossible à éviter, puisque quel que soit le logiciel ou la machine que vous utilisez, bah, tu passes par ton FAI pour te connecter. Donc il sait que c'est toi, il n'y a pas moyen d'y échapper. Et donc le FAI va créer cette idée, il va créer un profil personnel, et le monétiser. Donc le FAI remplace littéralement tout le monde. Meta, Google, Amazon, il remplace tout. C'est une sorte de super cookie qui est impossible à éviter. Heureusement, Vodafone compte te demander le consentement, hein, quand même, je vous rassure, et insiste sur le fait que les données seront randomisées, anonymisées, d'accord, mais enfin quand même. On peut se poser des questions sur les implications d'un pistage à la source, qui pourrait être accepté, sans doute consciemment ou pas, par énormément de monde. Donc Vodafone va lancer un test, une phase pilote, qui intéressera sans doute beaucoup Deutsche Telekom, qui envisage aussi de se lancer dans le super cookie. Est-ce que le super cookie, ce sera la suite du cookie ? Et c'est comme ça sur le papier, si j'avais pas eu une dent fracturée à cause d'une noisette dans un cookie, je dirais moi j'aime bien les super cookies, mais j'avoue que ça donne un goût amer. Après ça peut donner des arguments à des fournisseurs d'accès à internet concurrents en disant que eux, contrairement à Vodafone, ne feront jamais ça. Libre à eux de faire leur com. Guillaume, je sais à quel point c'est un sujet qui t'est cher de surveiller un petit peu les parts de marché des navigateurs, et il y a un chiffre qui t'a interpellé, c'est le milliard d'utilisateurs qui a été franchi par Safari, qui est donc un navigateur qui, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, continue à avoir de l'engouement. Il faut dire qu'Apple doit bien aider, vu l'intégration de Safari et vu les bâtons dans les roues des autres navigateurs dans ces appareils qu'ils arrivent à mettre. Mais du coup, tu faisais un petit peu le point dans ce cercle très fermé des navigateurs qui ont plus d'1 milliard d'utilisateurs. De toute façon, c'est assez vite fait, parce qu'il y a Safari, et puis il y a Chrome, qui est quand même largement majoritaire, avec 3,4 milliards d'utilisateurs. Et puis, il y a... J'aurais cru la différence plus importante, encore une fois. Mais écoute, oui, Safari se débrouille très bien, ça, il faut le dire. Parce que de toute façon, les deux écrasent tout le reste, parce qu'après Chrome, il y a Edge, qui a 212 millions d'utilisateurs. Et c'est avec un pincement au cœur que je dois citer Firefox, avec 179 millions d'utilisateurs de qualité, néanmoins. Donc voilà, et ça c'est toute plateforme confondue, fixe et mobile. Donc c'est un beau score pour Safari, qui est dispo que sur iOS en plus et Mac, alors que les autres sont disponibles littéralement partout. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? C'est un petit peu déprimant. Alors pas tellement pour Safari finalement, qui fait un bon score, tant mieux pour lui. Enfin c'est vrai qu'il y a une grosse concentration sur Chrome et les cousins, quoi, tu vois, Edge, parce que Edge c'est Chrome en dessous, et Opera et Vivaldi, ou Brave même, c'est Chrome en dessous, quoi. Ils n'ont pas les mêmes habits, mais c'est pareil. Et Chrome et Opera utiliseraient... D'ailleurs c'est marrant, parce que Chrome et Opera, ils utilisaient WebKit, qui était le moteur de Safari à l'époque. Et après, ils sont passés à Blink, et Blink, en fait, est un fork de WebKit. Mais c'est marrant, parce que du coup, finalement, virtuellement, le seul autre moteur qui marche bien, c'est Gecko de Firefox, et qu'il a quand même une part de marché qui est 20 fois plus petite, et qui grossit pas, Mais ce qui lui donne du coup pas un avenir forcément très radieux, mais continuons à soutenir Firefox. Installez-le, retestez-le un petit peu de temps en temps. Moi, je trouve qu'il marche très bien, il est rapide maintenant, il est très très rapide, ça fait un moment là que moi je m'en plains pas. Écoute, moi aussi j'ai Firefox, alors je le confesse malheureusement pas en navigateur principal, mais je lui laisse toujours sa place et je le lance régulièrement. Il me sert comme ça d'environnement personnel, alternatif pour le porno à d'autres usages. Non, pas du tout, Guillaume. Il y a la navigation privée, on a bien vu à quel point c'était sûr dans un précédent épisode de Tech Café. On vous laisse aller l'écouter, et justement à propos de navigation privée, tu vas nous parler plus globalement de la vie privée, Guillaume. Oui, la vie privée c'est bien, il faut la préserver au maximum, il faut être le moins intrusif possible. Bon, c'est ce que disent tous les constructeurs, enfin c'est vrai que si on en croit un rapport de Markup sur les travaux de 31 États qui planchaient donc sur des lois qui devraient favoriser la vie privée, ou qui auraient dû la favoriser, c'est pas si évident que ça quand on passe en coulisses. Parce qu'en fait ils ont quand même identifié pas moins de 445 lobbyistes et groupes de lobby qui ont été affiliés à toutes les GAFAM, enfin toutes les GAMAM, comme vous voulez, qui ont tenté d'influencer les projets, parfois en proposant carrément leur propre version. C'est pas super étonnant, les grosses boîtes font toujours ce qu'elles peuvent pour éviter que des trucs triviaux comme les lois par exemple leur compliquent la vie. Reste que si vous voulez vraiment préserver un maximum vos données sur votre mobile, les données de tout le monde, vous les partagez le moins possible, vous n'avez pas beaucoup de choix. Alors parce que iOS ne monétise pas forcément votre profil comme Google, mais il récupère quand même les données. Je veux dire, les données, même s'il les garde pour eux, il les récupère.
Si vous voulez que personne vraiment ne récupère rien sur vous, eh bien, il y a Murena. Et oui, donc je voulais placer un truc sur Murena et eux. Donc Murena, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des téléphones 100% respectueux de votre vie privée, qui ne partagent rien avec personne, en tout cas pas par défaut. C'est pas un sponsor, hein, je vais juste parler de eux parce que je trouve ça marrant. Alors, comment ? En se basant sur EOS, donc /E/, ou iOS, comme vous voulez, donc ça s'écrit //, c'est un petit peu étrange. Et ce truc-là, en fait... On dirait un E entouré de deux bras. C'est ça, c'est exactement comme ça. Dans une fête. Hein. Exactement. Sauf que c'est les slash dans le même sens. Et oui, c'est un fork d'Android sans aucun service Google. Donc, ils utilisent une alternative libre qui s'appelle MicroG. Et donc, vous n'avez pas besoin de compte Google du tout. Donc, ça n'utilise pas Google Search, ni aucun service de chez eux, même pas leur DNS en fait, ou même pas leur géolocalisation, c'est Mozilla qui s'en charge. Les applis sont libres, hein. Donc il y a Google Maps qui est remplacé par OpenStreetMaps, les magasins d'applications sont alternatifs, hein, comme F-Droid. Ça reste de l'Android, donc potentiellement c'est quand même compatible avec toutes les apps. Et d'ailleurs, il y a même un app lounge que tu peux utiliser. Mais du coup, il faudra te connecter avec ton ID Google. Donc après, il n'y a pas de miracle aussi, évidemment. Si tu utilises Murena avec Gmail et YouTube aussi, forcément, voilà, il se passe ce qui se passe. Mais Murena fait ce qu'il peut, en fait, pour offrir un téléphone qui est tout à fait correct, sans être extraordinaire. Hein, 4 Go de RAM, un Mediatek 8 cœurs de tenue correcte et 6 pouces 5 d'écran, mais qui soit le plus dégooglisé possible. Et tout ça pour $370. Après, vous pouvez aussi essayer de faire ça chez vous en téléchargeant eux, et en essayant de l'installer sur un smartphone qui vous reste dans un coin. Par exemple, voilà, ça passe sur des LG G5, sur des Motorola Edge ou des vieux Pixel. Mais l'installation n'est pas toujours facile. Par contre, il y a un installateur qui est très simple et qui marche sur certains modèles comme les Fairphone, les Galaxy S7 et un modèle de Giga 7. Donc si vous voulez aller regarder, c'est EOS. Ouais, la difficulté avec ce genre d'OS, et malheureusement, j'ai eu plusieurs remontées en ce sens, c'est à quel point il y a certaines applications qui peuvent être centrales dans une vie, qui ne fonctionnent pas parce qu'elles s'appuient sur des ressources qui sont notamment fournies par Google. Tu vois, je pense notamment à des applications bancaires qui vont se retrouver à pas pouvoir fonctionner. C'est quand même un peu ballot quand tu veux utiliser ce type de smartphone et que malheureusement la banque dans laquelle tu as tes comptes, te propose une appli qui ne va être compatible qu'avec des API liées au Play Store. Mais j'avoue, Google, c'est un peu vexant. J'avoue que c'est les entreprises qu'on pourrait blâmer sur ce genre de démarche. Aussi, c'est vrai. Après, j'avoue que le mieux ce serait de tester parce que c'est vrai que s'il y a vraiment un truc qui bloque, parce que c'est important évidemment, hein, donc s'il y a vraiment une appli qui bloque, tant pis, tu vois. Pour ça que pouvoir l'essayer, c'est quand même très cool. MicroG fait ce qu'il peut, mais effectivement, des fois, ça passe pas, c'est vrai. Dites-nous, je sais qu'il y en a, j'avais souvenir de discussions notamment sur Telegram de personnes qui avaient installé ce système d'exploitation sur leur mobile. Surtout, n'hésitez pas à nous faire vos retours. À défaut de l'hiver qui arrive, Winter is coming, le crypto winter est en passe d'arriver, Guillaume. Ouais, en ce moment, c'est contrasté pour l'univers blockchain et Web3, hein, le Bitcoin reste assez stable. Enfin, il y a des signaux que ce crypto winter est arrivé. C'est les frères Winklevoss qui disent ça comme ça. Et donc, les jumeaux Tyler et Cameron, qui sont milliardaires en Bitcoin et qui sont aussi PDG de Gemini, une bourse crypto basée à New York, qui va licencier 10% de leur effectif, et qui est d'ailleurs embrouillée dans une autre affaire judiciaire, sur laquelle je vais pas m'étendre. Et donc, chez Coinbase aussi, d'ailleurs, hein, on embauchait à tour de bras, encore le mois dernier. Et là, c'est le gel des recrutements. Pareil chez Rain Financial, de même, hein, les transactions sur le marché des NFT auraient été à peu près divisées par 10. Bon, la régulation rattrape aussi ce marché avec une arrestation très médiatisée pour un délit d'initié contre Nate Chastain, qui était chef produit chez OpenSea. Alors le gars aurait utilisé des informations privées de première main pour acheter et revendre rapidement et avantageusement des NFT avant tout le monde. C'est une vieille histoire, mais sa poursuite officielle par le département de la justice, et donc les lourdes peines qu'il encourt, sont d'une première, et surtout, apparemment, c'est une prise de conscience. Parce qu'il y a une réaction qui est très courante à cette nouvelle sur les réseaux, c'est la surprise combinée à la flip. Parce que la pratique, en fait, est loin d'être exceptionnelle, comme le soulignent de nombreux tweets. Affolés, d'ailleurs, les tweets. Dans le milieu de la crypto, utiliser des informations confidentielles, celles qu'on a directement parce qu'on est en lien avec l'équipe du projet, ou qu'on en fait carrément partie, hein, c'est quasi la norme. D'ailleurs, les investisseurs, les venture capitalistes, hein, ceux qui se font un pognon de malade dans le Web3, utilisent ça même comme un outil de base, et c'est même un gros problème. Donc il y a un truc il y a un long article de Vice qui est vraiment intéressant, qui semble indiquer qu'il se prépare encore une bulle financière massive avec le Web3, et qui explique ce problème systémique. Les cryptos sont pas dans une forme olympique, hein, et d'ailleurs on aurait pu penser que la chute catastrophique de Lunaterra pourrait susciter une certaine prudence.
c'est pas du tout évident pour le moment. Voilà, pour le moment, c'est la fête du slip. Le Web3 est très tendance, c'est la mode, et tout le monde veut mettre du Web3 dans sa boîte, ne serait-ce que pour pas nous paraître ringard, quoi, tu vois, tout simplement. Et surtout, mettre Web3, ça t'assure un financement assez facile par des capitaux risques qui, en général, savent ce qu'ils font. Alors, de toute façon, preuve que c'est la fête, Adam Neumann revient. C'est pas une blague, hein. Adam Neumann de WeWork, voilà, une boîte dont la faillite a été tellement spectaculaire qu'elle a eu droit à sa série TV, qui s'appelle We Crashed, sur Apple TV+. C'est pas n'importe qui quand même, qui peut se targuer d'avoir un CEO tellement proche du gourou de secte qu'il est incarné par Jared Leto. Je veux dire, il y a guère que Terranos qui est au niveau avec Amanda Seyfried, qui a aussi donc son documentaire sur Netflix, je crois. Bon, donc un rapprochement d'ailleurs avec Terranos qui est pas complètement anodin. Et donc voilà, Adam Neumann revient avec une idée qui sent l'anchois moisi, créer une crypto pour échanger des crédits carbone. Et surtout, bien sûr, les appeler Goddess Nature Token, les jetons de la déesse de la nature. Voilà, si vous avez envie de vomir, c'est tout à fait normal. Ces tokens ne servent à rien, hein. Ils sont là uniquement pour faciliter l'échange, voire la spéculation de crédits carbone. Ce qui n'a absolument rien à voir avec le bien-être de la planète, évidemment, parce que déjà, l'efficacité même des crédits carbone est tout à fait discutable. On en avait parlé, voilà, mais en plus, leur liquidité n'a jamais posé problème à personne. Personne ne demande de faciliter le trading de crédit carbone. Personne n'a demandé à avoir une nouvelle bourse au crédit carbone. Les problèmes, il y en a, attention, tout ne va pas bien, les problèmes, il y en a. Vérifier que les crédits vendus servent effectivement à quelque chose, ça c'est un problème, en vrai. Mais en fait, des crédits carbone, il y en a tout simplement pas tant que ça, c'est déjà un problème en soi, et ça achève de montrer qu'il n'y a absolument aucun besoin de les tokeniser, comme d'ailleurs l'assure le directeur du centre des crédits carbone de Cambridge. Mais ça n'a pas empêché Anderson Horowitz de foutre 70 millions de dollars dans Flow Carbon, qui est la dernière entreprise d'Adam Neumann. Et si l'on en croit Vice, c'est pas du tout étonnant, parce que les VCs, les venture capitalistes, mettent des centaines de millions dans un petit peu tout ce qui contient Web3 sur la plaquette. Et les jeunes pousses Web3, parfois même les graines Web3, ont raflé pas moins de 2 milliards de dollars d'investissement le trimestre dernier. C'est quand même 2 fois plus que le secteur des biotechnologies, qui est le deuxième secteur où il y a le plus de fric, et 3 fois plus que celui de la fintech classique. En 2021, le secteur blockchain a reçu 18 milliards de dollars, et c'est déjà 9,5 milliards de dollars cette année. Ça, c'est d'après Crunchbase. Anderson Horowitz va à elle seule mettre 4,5 milliards de dollars dans le secteur crypto. Donc, il y a une véritable ruée vers l'or. Tout le monde veut sa part, tout le monde veut faire des trucs Web3. Voilà, j'ai une boîte qui fait des réservations dans un restaurant, par exemple, je le fais sur la blockchain. Pourquoi ? Parce que c'est le futur, la blockchain. Véridique, hein. C'est vraiment ce qu'a répondu un gars qui voulait faire un système de réservation resto décentralisé. Bon, un argument un petit peu léger, mais bon, qui va sans doute lui permettre de recevoir pas mal de pognon, alors bon. Donc, que les entrepreneurs soient sincèrement convaincus, à tort ou à raison, hein, qu'ils sont en train de construire le futur, voire un futur souhaitable, c'est discutable, sans fin, mais bon, voilà. Mais c'est pas vraiment là-dessus que ça devient vraiment intéressant dans cet article, c'est que ce qu'on peut remarquer, c'est que incontestablement, c'est beaucoup d'argent, et que les investisseurs, c'est pas des idéalistes, tu vois. Je veux dire, les mecs, ils sont, voilà, ils mettent de côté la morale, c'est ça que tu veux dire ? Non, c'est pas des idéalistes. C'est-à-dire, il y a une vision dans le crypto world là qui est, voilà, c'est le futur presque comme si c'était une idéologie que voilà bon. Mais eux, en fait, les investisseurs, ils sont très doués pour faire du pognon. En fait, et c'est ça qu'ils recherchent, c'est à ça qu'ils sont efficaces en général. S'ils sont tellement à fond sur le Web3, c'est que c'est efficace. C'est que c'est efficace pour gagner du pognon. Parce que dans capital risque, il y a risque. Si tu es un venture capitaliste, tu paries sur une startup en injectant du fric dedans, que tu récupéreras si elle fait des bénéfices, ou en revendant les actions une fois qu'elle passe en bourse. Alors le risque, c'est bien sûr qu'elle se casse la gueule avant et que t'aies pas le temps de revendre tes parts. Ou qu'elle valent plus rien, bien sûr. Dans le monde du Web3, il y a un outil absolument formidable qui permet d'éviter cette fâcheuse éventualité, c'est le token. Ce jeton magique qui sert à tout. Concrètement, un token, ça peut servir à tout, ça peut servir d'action d'une société qui n'est pas en bourse. Ça peut représenter une part d'une société en fait. Et comme tout est privé, il n'y a pas vraiment de règles. Souvent, les boîtes Web3 émettent des jetons en fait qu'elles vendent à ceux qui les soutiennent, et souvent les gros investisseurs en obtiennent un gros paquet pour l'argent qu'ils injectent, parfois même à des tarifs préférentiels, et les tokens de la boîte, ça sert aussi à sa gouvernance souvent. Donc en fait, ça agit comme une action de la boîte sur une sorte de mini-bourse locale qui est créée pour l'occasion, quoi. Sans avoir l'influence des régulateurs du monde de la bourse. Sauf que c'est pas vraiment la bourse, bien entendu. Concrètement, au lieu de parier sur un futur produit, les investisseurs maintenant obtiennent des actions
sur une boîte qui est en fait privée. Et la magie, c'est que dès le jour 1, ces tokens/actions sont revendables. Quant au cours du token, il est en fonction de la réputation de la boîte, de l'engouement public qu'elle suscite, comme une action. Je veux dire, au plus c'est demandé, au plus c'est cher. Et sous ce prisme, c'est pas étonnant de voir que le Web3 soit tellement à la mode et qu'Anderson Horowitz publie communiqué sur communiqué vantant le Web3 comme le futur utopique, un truc qui va forcément arriver, qui est inévitable, un train qu'il faut absolument pas rater. C'est normal. Toutes les boîtes d'investissement ont totalement intérêt à entretenir la hype. Parce qu'au plus tout le monde est tout foufou sur les tokens, au plus le prix de ceux qu'ils possèdent augmente. En plus, c'est assez simple, parce qu'à la différence du Web 2, le Web 2 normal, le Web standard, le domaine du Web 3 est très nouveau et complexe, et la plupart des gens n'ont pas de point de repère, et personne ne sait vraiment ce qui va marcher, quelles métriques regarder, donc les gens investissent un petit peu partout à l'aveugle. Et puis ils ont la crainte aussi de passer à côté de la vraie opportunité qu'ils ont vu passer dans le Web 2, bien sûr. Et comme c'est pratique, un gros investisseur peut avoir max d'informations sur la société, sur comment elle va, quels sont ses chiffres, comment va le boss, la communauté, etc. Et il se prive pas de se renseigner. Après tout, c'est des informations privées, je veux dire, pourquoi pas. Mais si la boîte, elle va moyen, par exemple, ils revendent leurs tokens. Ils prennent les bénéfices. Ils prennent le bénéfice sur le fric de la communauté qui endosse en fait les pertes si le token finit par s'effondrer. Dernier exemple en date, Pantera Capital, qui a retiré les 4/5 de ses avoirs d'Antera juste avant la chute. Donc Pantera n'a pas causé la chute de Luna, c'est plutôt un phénomène de bank run sur Encore, qui était un service de prêt trop beau pour être vrai, qui forçait à utiliser Terra. Par contre, le timing est vraiment très suspect. Je veux dire, Pantera n'aurait-il pas eu accès à des informations inaccessibles au public, qui leur a permis non seulement de rien perdre, mais carrément de multiplier par 10 leur mise initiale de 1,7 million de dollars. Ce qui est dingue dans un sens, c'est qu'on pense souvent, et pas forcément tout le temps à tort, que tout le monde, que le monde des cryptos, tout le monde dans les cryptos fait de la spéculation, que c'est le paradis de la spéculation. C'est des spéculateurs qui tradent des tokens, toute la journée. En fait, c'est vrai au niveau méta aussi. C'est-à-dire que les financiers professionnels spéculent non pas sur les cryptos ou les tokens, mais carrément sur les boîtes elles-mêmes. Elles investissent très vite un petit peu tout. Elles attendent que ça monte en amplifiant la hype et revendent leur part au bon moment. Et oui, ça ressemble carrément à du pump and dump, mais à un niveau d'échelle supérieur. Manipuler les prix, faire des délits d'initiés, tout ça, normalement c'est régulé pour la finance traditionnelle. Mais pour le Web3, tout reste à faire pour le moment. Donc c'est encore open bar. Donc pour les pros qui se goinfrent tranquillement, jusqu'à ce que ça tombe. Alors ça finira par tomber. Peu à peu, l'attention des autorités vont se porter sur ces sujets, sonner la fin de la teuf. D'autre part, avec autant d'argent dans autant de boîtes sans vrai business model robuste, et avec des valeurs ajoutées qui sont très incertaines, il est raisonnable de penser qu'on a affaire aussi à une énorme bulle, et en devenir, qui finira par éclater en faisant mal évidemment à pas mal de monde. Alors, Hilary Allen, qui est prof de droit et chercheuse en régulation financière, prédit avec beaucoup d'optimisme une implosion systémique majeure. Je cite. Elle rapproche tout ça de la bulle des subprimes, où on promettait aussi à tout le monde de la richesse, parce que l'immobilier ne pouvait pas baisser, souvenez-vous. Et donc on vendait des produits financiers complexes et opaques qui ont fini par plus rien valoir du tout. Bon, nous on repense inévitablement aussi à la bulle internet de 2000, puisqu'à l'époque c'était pas Web3 qui fait la mode, c'était .com, tu étais .com partout, et ça rapportait des millions faciles. Et puis il y a eu un crash monumental à un moment, et ça a fait le tri, ça fait un gros tri, donc le Web3 aura vraisemblablement son gros tri à lui. Alors quand évidemment je sais pas, parce que si je le savais, je serais déjà très très riche. Mais tu l'es très 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 riche, j'en suis sûr, Guillaume. Écoute, c'est captivant. Allez aussi vous de votre côté consulter notamment l'article de Vice sur le sujet. Le lien est dans les notes de l'épisode. C'est intéressant ce parallèle entre le fait de détenir des jetons qui ont les vrais parallèles, les mêmes fonctionnements qu'une action en bourse, ou en tout cas on peut faire vraiment des parallèles assez évidents. Intéressant. En matière de mauvaises nouvelles du futur, en matière de santé financière, il y a Elon qui sent pas l'avenir particulièrement radieux et qui a fait une annonce et qui a décidé de son côté de se séparer de 10% de ses employés pour Tesla. On l'a relayé très très brièvement avec Matt, c'est une des rares news non Apple qu'on a partagé, mais effectivement il a un mauvais pressentiment, Elon, Guillaume. Ouais, signe des temps que c'est compliqué, même PayPal licencie, c'est pour te dire. 80 personnes de son QG à Saint-Rossi. PayPal est en pleine restructuration, et il continue à croître, vous inquiétez pas, mais moins vite que par le passé, et ça pourrait continuer
Enfin, la restructuration, je veux dire, parce qu'ils comptent économiser 260 millions de dollars par an. Donc, de manière générale, la plupart des boîtes tech ralentissent, voire carrément gèlent leurs embauches. Et c'est vrai qu'Elon a eu un super mauvais pressentiment à propos de l'économie, qui va aussi dégraisser un petit peu. Alors en fait, vous en avez parlé, ce serait principalement des postes en télétravail datant de la pandémie. Donc c'est des postes qui sont doublons aujourd'hui, puisque désormais le télétravail n'est plus le bienvenu chez Tesla. Cela dit, Adam Jonas de Morgan Stanley, lui, il prend au sérieux le sentiment d'Elon. Pour lui, il a des informations de première main qui ne sont pas accessibles à tout le monde. Évidemment, dans pas mal de secteurs économiques, parce que Tesla, il est très intégré verticalement, et donc de la mine à la voiture, en passant par les puces, etc. Et donc, il prend au sérieux. Et pour lui, il insiste sur le fait qu'il faut être prudent si tu es un investisseur, et revoir un petit peu tes attentes à la baisse, voire carrément réviser les prévisions pour le secteur de la voiture électrique, carrément, parce que l'économie décélère. Alors, il y a plein de facteurs, donc il est possible qu'Elon prépare le terrain à des résultats moins spectaculaires que ce qu'il avait lui-même annoncé. 50% de croissance sur les... Ah bon ? C'est étonnant. C'est jamais arrivé, Il avait annoncé 50% de croissance sur les livraisons annuelles de véhicules, je crois quand même. Mais bon, à long terme, la voiture électrique continue d'être un secteur en essor. Pour Morgan Stanley, il n'y a pas de problème. Après, il faut peut-être calmer un petit peu son enthousiasme, disons, jusqu'au milieu de la décennie, quoi. Ouais, il y a un point de toute façon qui va être crucial et ça va nous servir de transition parfaite dans le domaine de la voiture électrique. À croire que tu avais tout préparé, Guillaume, c'est fou quand même. Mais Tesla pourrait être amené en tout cas à proposer des technologies de batterie qui seraient plus durables. C'est un point central pour l'avenir des véhicules électriques, Guillaume, c'est cette durée de vie autour de la batterie. Ouais, c'est une collaboration universitaire canadienne de Tesla qui vient de faire une avancée quand même majeure sur un point fondamental pour les voitures électriques, c'est la longévité des batteries, pas leur autonomie, mais le nombre de cycles de recharge. Alors DADAE, c'est une nouvelle batterie qui serait supérieure au ferrophosphate de lithium, parce que voilà, Tesla cherche en permanence de meilleures batteries, enfin, les batteries qui ont le meilleur compromis, parce qu'il y a plein de facteurs en fait, il y a le prix, l'autonomie, le poids, la simplicité de fabrication, la température idéale, l'utilisation, etc. Et donc Tesla utilisait des batteries à l'oxyde de nickel-cobalt, et maintenant il utilise ce qu'il appelle les LFP, pour lithium fer phosphate, ou ferrophosphate de lithium. Où le fer c'est moins cher, donc ça se comprend, c'est des batteries qui sont aussi plus stables, qui peuvent se charger à 100% et qui sont malheureusement légèrement moins denses énergétiquement et qui n'aiment pas trop le froid. Donc il y a toujours, c'est toujours un petit peu une histoire de compromis. Alors, les LFP se dégradent aussi moins vite, et avec le temps et les cycles de recharge, et elles sont carrément annoncées pour 1 600 000 km chaque. C'est à tel point d'ailleurs que Ford et Volkswagen sont très intéressés par ces LFP. Alors désormais, il y aurait mieux que ça, ce serait une batterie qui reviendrait donc au nickel-cobalt, avec un petit peu de manganèse et un sel de lithium bien calibré. Tu vois, c'est une recette de cuisine très très précise. C'est vraiment Masterchef. Une recette de cuisine. Ah, c'est Masterchef, mais un niveau très très supérieur, quoi. Enfin, en tout cas, la batterie NMC, comme ils disent, non, NMC pour nickel manganèse qu'est-ce que j'ai dit, nickel manganèse carbone, je crois. Donc, c'est le petit nom qui le donne. C'est une Jeanne Calment de la batterie. Enfin, c'est une sœur André de la batterie. Parce que maintenant, c'est sœur André, la nouvelle douane de l'humanité, c'est ça ? Je sais pas, je suis pas au courant, mais Jeanne Calment, ça me parlait bien. Mais... Ouais, bah écoute, Jeanne Calment, alors sœur André, bon, elle a l'avantage d'être pas encore morte, et elle est, je crois, la doyenne de l'humanité, elle est française, c'est une religieuse française. Je sais plus exactement quel âge elle a, donc je ne veux pas dire de bêtises, mais... Elle est née le 11 février 1904, elle a été désignée il y a quelques semaines comme nouvelle doyenne de l'humanité, elle est âgée donc de 118 ans, et succède à la japonaise Ken Tanaka, et c'est 119 ans. Donc cette doyenne des batteries, moi en ce qui me concerne, ne voit en effet pratiquement aucune perte de capacité après 2000 cycles, dans des conditions idéales à 25 degrés. Donc on peut projeter avec 2000 cycles une durée de vie de 100 ans. C'est quand même fort. C'est beaucoup. Par contre, elle aime pas trop la chaleur, donc parce que ça dégringole si c'est à 40 ou 55 degrés, ça reste compétitif quand même. Étonnamment, l'additif semble lui donner une longévité qui est meilleure à 25 degrés, mais qui est moins... Enfin, l'additif le mieux pour 25 degrés, en fait, ça marche pas très bien pour 40-55 degrés. Bon, ça a l'air un peu compliqué, mais enfin, bon, voilà. En tout cas, c'est encourageant, parce que déjà, aujourd'hui, les batteries qui sont utilisées par Tesla ont une durée de vie théorique qui dépasse celle de la voiture. Parce que moi, je connais pas beaucoup de voitures qui roulent plus d'1 million de kilomètres. Et avec ce nouveau type de batterie, on pourrait carrément zapper l'étape du recyclage. C'est parce que les mêmes cellules pourraient être reconditionnées pour servir dans plusieurs voitures successivement. Ça sera absolument génial.
Et donc pas non plus de perte fulgurante de capacité dans le temps, j'imagine, ça va avec. Ça paraît trivial, mais je préfère te poser la question. Au-delà de la durée de vie. C'est exactement ça, elles perdent quasiment pas de capacité sur les recharges. Hyper intéressant. Et puis pour terminer, quelque chose que j'avais absolument pas vu passer, et il faut reconnaître que ça fait partie de ces marques que je suis pas forcément beaucoup, mais il s'agit d'un rachat de VMware. Alors je connais deux noms comme étant une entité de virtualisation, mais je me trompe peut-être. Ils font peut-être pas que ça, Guillaume. Si. Oui, ils font pas exactement que ça, mais c'est quand même leur secteur principal. C'est vrai que c'est une news qui est vraiment énorme, je trouve, mais qui a pas forcément déchaîné les passions pour le grand public, ce que je peux comprendre. C'est l'acquisition de VMware par Broadcom. Alors, c'est pas deux sociétés les plus sexy, les plus connues, mais enfin quand même, le deal s'élève... Je suis pas sûr qu'on les mettra dans le titre de l'épisode pour inciter les gens à nous écouter, mais ça dépend des gens. En tous les cas, c'est quand même un deal qui s'élève à 61 milliards de dollars. C'est-à-dire quelque chose comme 0,89 Activision Blizzard. Et moi, je dis, une acquisition de magnitude de 0,89 sur l'échelle Activision, c'est quand même pas rien. Ça se sent. Alors, faut dire que VMware, c'est une boîte qui est extrêmement importante, puisqu'elle est omniprésente dans le milieu professionnel, c'est le numéro 1 de la virtualisation, effectivement. C'est elle qui permet de faire abstraction du matériel pour déployer ses serveurs. Voilà, donc VMware, ça fournit un hyperviseur, donc il hypervise les machines virtuelles que vous voulez lancer, qui se débrouillent pour trouver les cœurs et les gigaoctets nécessaires sur le matos que tu lui donnes. Pour faire simple, tes machines, c'est un petit peu comme des ROM sur un émulateur Super Nintendo, du coup, tu vois. Tu les mets au point une fois, tu les lances autant de fois que tu veux sur autant de machines, sur autant d'émulateurs sur autant de machines que tu veux, et ça marchera exactement pareil partout. Et tu peux sauvegarder l'état d'une partie, comme dans le jeu, tu peux sauvegarder l'état d'une machine. La machine virtuelle, tu peux la sauvegarder, pas de problème, prendre des instantanés quand tu veux, tu peux revenir dessus si quelque chose couille. Donc voilà, déployer des serveurs, c'est aussi facile que de lancer des ROM sur un émulateur avec ça. Et tout ça avec une perte de performance qui est minime, voire négligeable. Donc VMware, évidemment, ça permet de manière plus simple de lancer aussi n'importe quel OS sur n'importe quel autre OS. On pense à VMware Fusion, par exemple, sur Mac, qui permet de lancer Windows. Et évidemment, sur Windows, vous pouvez lancer Linux, vous pouvez lancer ce que vous voulez. Bref, VMware n'est pas le seul à faire ça, évidemment, mais c'est peut-être les plus gros acteurs du secteur. Et d'ailleurs, il avait été racheté par Dell en 2015, parce qu'il faisait partie d'EMC. EMC, il était à l'époque leader mondial du stockage, et Dell avait racheté EMC pour 67 milliards de dollars déjà. Quand on sait qu'en 2004, VMware valait 625 millions, j'aurais dû l'acheter à ce moment-là. Qu'est-ce que j'ai foutu, franchement. Mais oui, maintenant que tu as toutes tes cryptos qui ont multiplié tes avoirs. Oui, par 850. Mais bref, Broadcom, lui, c'est plutôt une grosse boîte de semi-conducteurs. Après, il possède aussi Symantec, par exemple, ou CA Technologies. Alors, CA Technologies, c'est un éditeur de logiciels mainframe assez obscur. À ce jour, personne n'a encore compris le sens de ce rachat, mais bon, voilà, il l'a acheté. Il a même essayé de racheter Qualcomm, mais il s'est fait bloquer par l'administration de Trump à l'époque. D'ailleurs, l'action Broadcom n'a pas vraiment flambé grâce à ça. Bon, il a bénéficié du Covid, un petit peu comme toutes les boîtes électroniques, mais enfin, ça s'est bien calmé depuis. Et donc, le rachat de VMware pourrait apporter pas mal d'argent à Broadcom, parce que VMware, déjà, voulait transitionner vers une tarification à l'abonnement. Ah, les abonnements. Ah, on aime ça, les abonnements, n'est-ce pas ? C'est la manière favorite de tout le monde d'acheter du logiciel. Enfin, pardon. Plus d'acheter, justement, parce qu'on ne peut plus l'acheter du tout. Donc, la priorité, ce serait de proposer tous les produits VMware, ou presque, sous forme de service, donc passer en SaaS, Software as a Service, et c'était déjà en cours et ça marchait très bien. Il y a 30% du chiffre d'affaires de VMware qui était déjà comme ça, c'est 3 milliards de dollars quand même. Et puis c'est pas avec le rachat de Broadcom que ça va s'arranger, au contraire, puisqu'il a annoncé à vouloir éradiquer la notion d'achat de son catalogue. Et puis si on en croit ce qui s'est passé avec Symantec et CA, les prix risquent bien d'augmenter en fait. Or VMware, il est déjà considéré par cher comme certains. Donc je pense que pas mal d'utilisateurs sont en train de faire la grise mine là, mais bon. D'autant que Broadcom semble quand même plus préoccupé par ses livres de compte que par la R&D. Enfin voilà, VMware va demander comme Netflix, ça devient comme Netflix, tout le monde va être comme Netflix de toute façon. Tout le monde veut devenir comme ça, l'abonnement, les revenus réguliers, il n'y a que ça de vrai. Regardez-nous. Bon, sauf que nous, c'est pas obligatoire. La légitimité ou la stratégie derrière ce rachat, moi j'ai du mal quand même à la toucher du doigt. Ok, on est dans deux boîtes tech, ok, on est sur l'apport de machines d'un côté virtuel, de l'autre côté, on va dire d'une certaine manière sur le plan matériel, mais est-ce qu'il y a vraiment un lien plus évident que ça à faire, tu penses ? Écoute, je suis pas très
convaincu. En fait, déjà, quand ils avaient racheté CA, qui est une boîte de trucs sur mainframe, alors que Broadcom, ils sont quand même beaucoup plus spécialisés sur sur l'embarqué, sur les systèmes sur puce et sur les trucs comme ça, c'était vraiment pas clair. VMware, c'est un petit peu le même truc, c'est pas clair du tout pourquoi est-ce qu'ils rachètent ça, les synergies sont vraiment pas évidentes. Moi, je trouve pas que les synergies soient évidentes, mais bon, peut-être que je connais pas assez les deux boîtes. Une stratégie de rachat industriel qui ne nous a pas encore tout dévoilé. Après, il pourrait y avoir des synergies au niveau, d'adapter adapter la virtualisation sur des trucs plus petits, quoi, sur les systèmes sur puce et sur... Je sais pas. Mais c'est vrai que c'est franchement pas complètement naturel, on va dire. En tout cas, la presse s'en sera pas fait des choux gras, mais on vous l'aura relayé dans Tech Café. Et c'était l'ambition qu'on avait avec cet épisode, vous apporter une info complémentaire à l'actu phare de cette semaine, comme d'habitude, en nous appuyant sur ta veille experte, Guillaume, dans le domaine de la tech. Merci beaucoup, en tout cas, pour votre fidélité. Merci d'écouter les épisodes les uns après les autres. Merci aussi d'envisager de soutenir Tech Café en vous rendant sur Patreon, patreon.com/techcafé. L'idée, elle est simple. Vous avez un petit peu d'argent de poche chaque semaine, chaque mois, vous pouvez la mettre à contribution pour soutenir le podcast, vous assurer qu'il sera diffusé aussi longtemps que possible et qu'il gagnera encore et toujours en qualité comme on a toujours su, j'espère, le faire. Guillaume, où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet ? Ouais, écoute, je pense qu'on va me retrouver sur Diablo Immortal pendant 2-3 heures. Ah, quand même, j'étais sûr que tu y viendrais. Tu vas voir, tu vas prendre plaisir. Tu vas te faire quoi comme classe ? Est-ce que t'es plutôt magicien, barbare, nécromant? Plutôt magicien en général, mais bon. D'accord, ok. Moi j'ai fait un nécromant, là. Il se balade avec ses squelettes, c'est marrant. C'est marrant. Vous me retrouvez sur Guillaume... Oui, c'est sympa, c'est une classe sympa. Puis c'est un peu feignant, ça me va bien. Vous me retrouvez sur guillaumevendée.fr, sur les réseaux sociaux, sur Twitter, un petit peu partout. Merci beaucoup pour votre fidélité et merci de continuer à faire savoir que vous aimez Tech Café sur les applications de podcast comme Apple Podcast ou Podcast Addict. Et je vous dis rendez-vous dans quelques jours pour un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.